Mais ça, c'est un point auquel on n'avait pas du tout pensé. Cette histoire d'eau, enfin de... Bah oui. Alors justement, le principe des ailettes, c'est on chauffe de l'air. C'est la convection. Ouais, c'est fait pour chauffer de l'air, les ailettes. On nous fait des chauffe-eau de 200 litres, 250 litres pour une famille. C'est aberrant. Aberrant. D'accord. Aberrant. Plus ton volume de stockage est gros, moins tu as de surface extérieure par rapport au volume intérieur. Donc moins tu perds de chaleur en pourcentage. D'accord. Donc dès lors que tu as 1000 litres que tu tiens au chaud, c'est pas ridicule de dire j'ai un petit ballon de 80 litres qui est dedans, qui lui est dédié à mon chauffage, ma production d'eau chaude sanitaire. Mais le backup final, c'est peut-être ma batterie de secours d'ordinateur de 15 000 milliampères, hein, et mon t-shirt chauffant et mon caleçon chauffant. Voilà le radiateur qui courait dans le caniveau, et il y avait juste cette bande-là qui était bétonnée pour rentrer par la grande porte les chariots sur lesquels il y avait les arbustes exotiques. Et ça, c'est lorsqu'ils ont créé donc les poutrelles ourdies pour faire les plateformes qui ont stabilisé le mur. En fait, le déclic, c'est le chauffage au sol, parce que ici, on a une tranchée dans laquelle il y a un chauffage tubulaire en fonte qui était complètement recouvert de terre, etc. Et le chauffagiste, qui lui pense différemment, nous a dit tout ça, on le fait sauter, on le vire, puis on va vous mettre des panneaux rayonnants ici, des trucs, des machins. Et là, on s'est dit, mais est-ce que cette ligne de radiateur, qui fait quand même 14 mètres, fonctionne encore? Donc on a fait un petit test avec une mise en eau pour voir si ça fuyait pas. Ça fuyait pas, et on s'est dit, ok, donc on a excavé la terre. Il a fallu sortir en une seule fois les 14 mètres parce que ils avaient fait tourner le radiateur, on pouvait plus désolidariser les éléments de 2 mètres. Donc on a fabriqué il y a 100 ans. C'est ça, une sorte de petite chèvre. On a un voisin qui nous a prêté un treuil, on a sorti tout ça et on a redéfait les éléments. On les a frottés, on les a nettoyés, on les a mis en peinture, on les a réinstallés en faisant un caniveau avec du rayonnement, en fait, pour essayer d'éviter que la chaleur parte dans le sol et qu'elle monte. Et le propriétaire précédent avait une petite chaudière à gaz qui servait plus. Donc on l'a fait réviser, on l'a remis en route, et ça chauffe. Ça chauffe bien, et la fonte, ça, en plus, alors ça met du temps à monter en température. Oui, mais c'est son intérêt. Ça met du temps à descendre. Donc, voilà, dans un sens et dans l'autre. Parce qu'en fait, la personne du chauffage nous disait, on peut mettre un plancher chauffant. Sauf qu'il y a un truc qui là, ça collait pas, parce que comme on a une grande partie de surface vitrée, et que le soleil, c'est quelque chose qu'on peut pas régler avec un thermostat, c'est pas facile. On le décide pas, on n'y est pas arrivé encore. Non, il paraît chacun voudrait le sien, et c'est là que ça devient délicat. Ouais. Du coup, on s'est dit, il y a une incohérence, parce que en fait, il n'y a pas de soleil, parce que c'est un peu nuageux. Le plancher chauffant hydraulique, pas électrique, va mettre du temps à monter en température, il va chauffer la pièce. Dès qu'il va y avoir du soleil, on va se retrouver avec un plancher chauffant qui va avoir une inertie à s'arrêter. Donc on va se retrouver avec trop chaud. Le soleil, donc il va s'arrêter. Donc en fait, faut programmer le soleil à 24-48 heures d'avance, quoi. Voilà. C'est pas facile. Hein. Non, on n'y arrive pas. Puis on n'a pas très envie de s'occuper de la nature. Elle se débrouille très bien. Elle a bien fonctionné pendant quelques millions d'années. Donc c'est là où en fait on a eu le déclic, et on s'est dit non, faut pas qu'on se lance avec des entreprises qui, je pense effectivement, pour vous le disiez, pour des pavillons des années 60 et tout, ils ont les tours de main, les techniques, les matériaux ils ont la qui vont bien. Des solutions. Mais là on s'est dit ça colle pas, et donc on a commencé à regarder vos vidéos et s'intéresser. En fait, ils nous avaient dit que c'était uniquement pour garder l'orangerie hors gel.
Et en fin de compte, on a fait des essais et c'est plus que hors gel. Oui, c'est-à-dire qu'on pensait que alors on pourra ouvrir si vous voulez pour que vous voyez. Ouais, ça serait Là, on bien. les a recouverts pour pouvoir marcher parce qu'on l'utilise pas. Initialement, il y avait des grilles en fonte qui sont, il y en a 2 là-bas. Ouais. Qui sont comme Ok. ça, donc qui sont elles aussi en fonte, donc qui prenaient la chaleur du radiateur Elle tubulaire aussi, ouais, et qui du coup qui gardaient encore un temps de chauffage même quand le radiateur était coupé. Et quand on est arrivé, vous m'avez parlé d'un, et je le vois plus, d'un caisson dans lequel vous pensez qu'il y aurait pu y avoir une chaudière. Oui, sur la serre qui est attenante, D'accord. il y a une fosse D'accord. dans laquelle on a retrouvé des morceaux de charbon, des petites boulettes de charbon. Donc on pense qu'il y avait une chaudière, d'autant plus que une chaudière à charbon, d'autant plus qu'il y a pas mal de départs de tuyauterie, dont un départ qui venait alimenter ce caniveau et un autre départ qui allait maintenir à température des bacs de plantation. Et Ok. donc en faisant tourner notre petite chaudière de test, Ouais. on s'est aperçu que en fin de compte ces radiateurs-là, c'était pas pour faire du hors-gel. Ça, on a réussi à avoir 19 ici pour être à la demande. Voilà, conforme à la température légale en C'est France. ça, mais après Vous êtes quand même de bons citoyens. on essaye, mais après Ouais, bon, hein. bah, c'est le ressenti de chacun sur Absolument. le confort peut être différent, ça peut être Ouais. plus, ça peut être moins, et on n'est pas obligé de chauffer à 19. Enfin, de toute façon, avec les doubles vitrages et des trous dans les vitres, c'est des- Oui, ah ben Je pense là, qu'on peut c'est faire clair mieux. qu'on a une ventilation naturelle très efficace, C'est vrai. contrairement à ce que je dis souvent. Donc là, ouais, elle est pour le moins, elle est efficace. Mm. Et donc, sur cette cuve qu'on va aller voir, Oui. est-ce que vous avez vu des traces de tuyaux, de conduits d'évacuation des fumées ou pas? Oui, on a retrouvé quand on a pu accéder au comble, on a vu qu'il y avait une souche de cheminée D'accord. qui avait été déposée, je pense, à la suite, et donc il y avait effectivement une traversée de toiture. Donc, Ok, ok. Elle existait, ouais. Ok, parce que donc quand vous m'avez parlé de ça, tout de suite, moi j'ai réagi. Orangerie égale production agricole ou fruitière, etc. Mais forcément du déchet végétal à gérer Oui. et compost. Et compost, fermentation montée en température. Mhm. Et tout de suite, je vous ai Ah cité bah oui, le nom de Jean Pas. Le serpentin. Le serpentin qui enterré pourrait, dans le. effectivement, alors bon, si vous avez trouvé une trace de chaudière ou de conduit d'évacuation de fumée, bah, sur du compost, on n'éprouve pas le besoin d'évacuer les fumées, on n'en est pas là. Mhm. Mais ça aurait pu être une source de production de chaleur Oui. qui soit distribuée effectivement avec ces systèmes que vous avez constatés. Mais oui, je pense que avec des systèmes comme ceux-là, avec des batteries thermiques comme on a là, Mhm. on peut assez facilement, même avec quelque chose de pas très 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 puissant, mais qui est là dans le temps, Oui. avoir avec l'apport du soleil Mhm. quelque chose qui, bah, pour une serre, ouais, va tempérer, mais vraiment considérablement, quoi. Tout à l'heure, on a parlé un peu du chauffage, donc on te disait qu'on avait retapé le chauffage existant, le chauffage tubulaire qui servait à maintenir cette orangerie hors gel pour que les agrumes, enfin en tout cas les plantes qui avaient besoin de chaleur passent l'hiver. On imaginait en appoint, au niveau du chauffage, mettre dans cette zone-là un poêle. On ne sait pas encore si c'est un poêle à bois, granulé. Du coup, la présence d'une source de rayonnement ponctuel à cet endroit-là par rapport à ce mur qui, lui, est enterré et va respirer, va faire sortir l'humidité qu'il a. Ça peut être embêtant ou pas? Non? Non, pas du tout. Non. Au contraire, du coup, avec l'enduit et le correcteur, on va venir nourrir par rayonnement infrarouge, Ouais. en plus de la température. Bah, tu vas avoir ton poêle qui va nourrir. Ok. Là, ça va capter, ça va pas laisser partir vers l'extérieur puisqu'on va avoir une diffusivité. C'est-à-dire qu'on va garder la chaleur là où elle s'est diffusée suite à l'arrêt du rayonnement. Ouais. Et le parement va réémettre vers l'intérieur. Donc, Donc, bon, il y en a un peu qui part dans le sol, mais le delta
de température qui va générer le transfert, l'accélérer, etc., il faudrait qu'il fasse très froid de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est pas le cas. C'est très enterré, là. C'est très enterré. Donc, on va être au plus bas à peut-être 10 degrés quand on va s'approcher de la surface et qu'il fait -5 dehors. Et en bas, de toute façon, on sera à 12. D'accord. Donc, on a un delta 19, 12. On n'a pas quelque chose qui va accélérer le transfert. Donc, qui va jouer le rôle de pompe. Non, pas du tout. Bah, attends. Donc, tu vois, ce qu'on a fait, c'est que alors, il a fallu tout déblayer, parce que tout était effondré. Bon, il y a certaines ailettes qui sont cassées, donc les moins beaux, on les a mis pas aux endroits les plus. C'est pas grave. Ça va être recouvert d'une grille, comme les grilles en fonte que tu as vues. C'est pas grave. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que probablement ce système-là a besoin d'une température élevée au niveau de l'eau. Ah. Probablement. Parce que. C'est des systèmes anciens. Ouais. Et plus tu as un gros diamètre, plus tu as de volume d'eau, plus il te faut... tu n'as pas énormément de volume qui transporte ta flotte, donc tu es obligé d'avoir une eau plus chaude. Ah. Et ça rayonne. Bon, maintenant, c'est pas un handicap majeur. D'accord. Faut simplement se dire que si sur des systèmes récents à fort rayonnement, on peut imaginer on a beaucoup de surfaces rayonnantes, là tu vas plus chauffer de l'air que tu ne vas rayonner vers des matériaux environnants. Ouais. Donc là, c'est plus de la convection finalement. Ça va plus faire de la convection, ce qui est normal. C'est à la base, c'est une orangerie. Maintenant que tu aies ça qui fasse un peu de convection, qui travaille plus sur la convection, pourquoi pas? Si tu le couples avec un poêle, peut-être un poêle avec un peu de masse, qui lui travaille justement sur le rayonnement. Sur le rayonnement, combiner les deux systèmes de transmission de chaleur. Ouais. Parce que je crois que de tête, je crois qu'il fait 80 le tube intérieur. Donc c'est des radiateurs en fonte. Ouais. On les a grattés, on les a repeints. Le tube intérieur dans lequel l'eau circule ici et va diffuser la chaleur sur les ailettes, voilà, il fait 80. Alors justement, le principe des ailettes, c'est on chauffe de l'air. C'est de la convection. Ouais, c'est fait pour chauffer de l'air, les ailettes. Avec le tuyau de retour qui est ici. Et du coup, et c'est entre autres le tuyau de retour qui m'amène à penser que quand on a des gros tuyaux comme ça, on travaille sur de l'air chaud. Sur de l'eau chaude. Sur de l'eau plus chaude qu'habituellement. 50-55 degrés. D'accord. On les craignait pas autrefois. Sauf qu'aujourd'hui, les systèmes que l'on a, on essaie justement de travailler sur des températures d'eau moins élevées, parce que on a des systèmes de production de chaleur qui sont plus simples à faire fonctionner à basse température. D'accord. Et du coup, ça chauffer cette eau pour ce radiateur-là, on pourrait le faire avec quelle une chaudière. Il faut une chaudière. Une chaudière un peu à pellets, à graines, Soit une chaudière à pellets, soit une chaudière électrique. Une chaudière électrique, ça te fait de l'eau très chaude. Hein. Si tu travailles uniquement sur l'air chaud. D'accord. Tu es obligé d'avoir une température d'ambiance plus élevée. Oui, ok. Pour avoir cette température d'ambiance plus élevée, et que tu chauffes plus ton air, tu vas avoir un delta de température entre ton air, les surfaces de contact et l'extérieur qui va être beaucoup plus important. D'accord. Plus ton delta de température est important, plus tu opères de transfert vers l'extérieur, plus tu dois compenser par de la production de chaleur. Ça y est, j'ai compris. Et donc, si tu travailles plus par rayonnement, tu as un sentiment de confort qui arrive plus vite. Donc, tu peux être à 1, 2, 3 degrés de moins dans l'air ambiant et tu vas quand même être dans le confort. Et moins tu vas
plus tu vas avoir une correction thermique qui va améliorer ta diffusivité, qui va ralentir ta fuite de chaleur vers l'extérieur. Et donc, plus tu vas avoir ta température de surface intérieure élevée, qui, elle, est liée au rayonnement qu'elle capte et qu'elle réémet, moins tu vas devoir lutter contre les fuites, moins tu vas devoir chauffer, et moins tu as à chauffer, plus tu peux opérer avec le rayonnement dans la journée, une montée en température d'un volume d'eau chaude qui va te servir pour la nuit, par exemple. D'accord. Et ton eau chaude que tu vas monter, tes 1000 litres, tu vas les monter à 75-80 degrés environ. Et si ta température d'utilisation de l'eau est de 35 degrés, tu as de 35 à 80, tu peux utiliser. Quand tu vas arriver vers 40, tu n'auras plus grand-chose à utiliser, mais tu vas pouvoir utiliser longtemps. Si ton eau que tu dois utiliser pour le chauffage, elle est à 50 degrés, la plage d'utilisation de ton réservoir d'eau chaude, c'est 80 à 50. Tu vois, tu perds 15 degrés d'utilisation de chauffage, donc il faut que tes 15 degrés que tu auras perdus dans l'eau, tu les compenses par plus de volume d'eau. Donc plus de volume d'eau, plus besoin de chauffage, plus besoin de chauffage égale plus de surface de captation du rayonnement solaire, qu'il soit thermique ou qu'il soit photovoltaïque. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a toujours intérêt à aller vers des surfaces rayonnantes grandes avec des températures d'eau basses. En fait, c'est les planchers basse température, quoi. C'est les planchers basse température, c'est les murs rayonnants, c'est les plafonds rayonnants. On peut rayonner depuis partout. C'est des radiateurs de grande surface qui vont rayonner beaucoup. Alors qu'autrefois, par exemple, quand on avait des chaudières où on produisait de l'eau, on s'en foutait, l'énergie ne coûtait rien. On tournait avec de l'eau de chauffage à 50, 55 degrés, c'était vraiment pas un problème. Eh bien, on avait des radiateurs de plus petite dimension, qui étaient plus épais et qui chauffaient plus par réchauffage de l'air, et il fallait tenir un air plus chaud, donc on consommait plus, et on revient au discours de départ, tu vois. Donc il faut vraiment aller vers le rayonnement. Le rayonnement, ça nécessite de la surface émettrice, et ça permet d'avoir une température d'eau plus basse. Et une température d'eau plus basse, c'est moins de sollicitation des appareils qui la produisent, c'est plus de facilité de le faire avec du solaire, c'est plus de facilité de stockage dans un ballon d'eau. Ça n'a que des avantages. Et quand je vois aujourd'hui qu'on vend des pompes à chaleur qui sont conçues pour produire, on annonce des COP, donc le coefficient de performance, et on dit, on a un COP de 4, alors le COP de 4, le COP c'est toujours avec une température d'air extérieur, parce que plus souvent on capte sur l'air, de minimum 7 degrés, donc plus il fait froid, moins la pompe est performante, plus on la fait tourner, plus on consomme d'électricité. Donc bonjour le raisonnement. Et pour une température de sortie d'eau de 35 degrés, c'est-à-dire nécessité d'avoir des panneaux rayonnants de grande surface. Et on envoie de l'eau chaude dans des radiateurs qui sont de petite dimension, qui ont été conçus pour tourner avec des températures d'eau relativement élevées. Donc, si je n'utilise pas de l'eau à 35 degrés à la sortie, mais à 45, 50, 55, ma pompe va le faire. Mais elle va tourner beaucoup plus. Donc le COP, je vais pas avoir un COP de 4. Je vais avoir un COP peut-être de 2, de 2,5. Donc déjà, on nous a menti sur le truc. Et en plus, comme la pompe n'a pas été conçue pour ça, pour tourner on la surexploite. Et au lieu qu'elle dure les 15 ou 20 ans nécessaires pour son amortissement normal, à 10 ans, elle rend l'homme. D'accord. Et c'est pas grave, dans 10 ans, on nous en revendra une. Ouais, c'est pas très... c'est pas très vertueux quand même. On est c'est vrai qu'on puisse dire. Voilà. À une période où on cherche à aller vers la vertu, j'ai pas l'impression qu'on ait poussé le raisonnement dans le bon sens. Du coup, ce que je ne savais pas, si j'ai bien compris ton explication, j'ai entendu parler du fait d'utiliser l'énergie solaire avec des panneaux, soit photovoltaïques, soit des panneaux thermiques, pour
profiter du rayonnement solaire pour chauffer l'eau la journée et faire un maintien d'un ballon d'eau chaude sanitaire. Là, ce dont tu as parlé, si je comprends bien, ça concernerait pas que l'eau sanitaire, ça concernerait aussi l'eau de chauffage pour ce radiateur tubulaire à gros diamètre et à convection, pour en fin de compte avoir moins à réchauffer l'eau, à la maintenir à une température plus élevée, avoir moins à la réchauffer, donc consommer moins d'énergie pour maintenir le... Et faire toute une installation pour uniquement l'eau chaude sanitaire, quand on devrait expliquer aux gens qu'ils devraient faire moins de douches, moins longues et moins chaudes, donc consommer moins d'eau chaude, je suis là encore pas sûr qu'on aille vraiment vers la vertu. D'accord. Ça, c'est un point auquel on n'avait pas du tout pensé. Cette histoire d'eau, enfin de... Bah oui. Et donc, ça du coup, ça peut se faire par des panneaux solaires qui viendraient alimenter une résistance électrique d'un... Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui maintiendrait à température plus haute l'eau qu'on utiliserait pour le chauffage? C'est pas via le ballon d'eau chaude, parce que c'est des eaux qui sont séparées, l'eau du chauffage et l'eau sanitaire, c'est... Alors, de plus en plus, on a un ballon monstrueux de 1000-1500 litres de stockage de chaleur pour le chauffage. Ah oui. Et on a quasiment au bain-marie un petit ballon pour l'eau chaude sanitaire. 50, 60, 80, pour une 100, douche, 150 litres. Pour une la douche, cuisine, 2-3 trucs comme ça. Et donc, ça fonctionne très bien. D'accord. Ça fonctionne très bien. Mais maintenant, pas du tout, tu vois. n'avoir qu'un chauffe-eau qui va produire de l'eau chaude depuis le soleil pour uniquement l'eau chaude sanitaire. Par rapport à ton explication de maintenir une température d'eau plus chaude, ok en hiver, parce qu'on a besoin du radiateur pour le confort, pour avoir de la chaleur, mais en été, je vais devoir maintenir un ballon de 1000 ou de 1500 litres. Non, à ce moment-là, l'été... Il se switch, comment ça... Voilà, l'été, tu as ton chauffe-eau classique électrique. Tu prends un chauffe-eau de 80 litres, 100 litres, c'est suffisant. Parce qu'on a des chauffe-eau de 200 ou 250 litres. Ah, d'accord. Mais l'été, tu vas avoir ce petit chauffe-eau qui va tourner avec du photovoltaïque, point barre. Donc là, il y en a deux, en fait, c'est ça? Ben, je suis pas sûr de comprendre, parce que si dans ton explication avec 1000 litres plus un bain-marie, un petit truc... Voilà, ça, quand tu tournes l'hiver, c'est ce que tu as. Ok. Parce que en fait, plus ton volume de stockage est gros, moins tu as de surface extérieure par rapport au volume intérieur. Donc, moins tu perds de chaleur en pourcentage. D'accord. Donc, dès lors que tu as 1000 litres que tu tiens au chaud, c'est pas ridicule de dire j'ai un petit ballon de 80 litres qui est dedans, qui lui est dédié à mon chauffage, ma production d'eau chaude sanitaire. Donc, l'hiver, tu as ça, tu fonctionnes là-dessus. Au moment où tu as plus besoin de chauffage, que tu ne vas plus tu vas plus utiliser ton photovoltaïque pour produire de l'eau chaude pour le chauffage, puisque tu n'en as plus besoin, tu vas avoir un petit ballon d'eau chaude à côté. D'accord. Un ballon électrique classique, comme on a tous. Ouais. Et au lieu de le faire tourner en heure creuse la nuit, tu vas le faire tourner le jour quand tu as du soleil. Et c'est là que tu vas chauffer, tu vas stocker de l'eau chaude pour l'été. Pour l'été? Oui, l'été, tu as besoin d'eau chaude sanitaire. Oui. Et tu vas la mettre dans ton petit ballon de 80 litres, qui va être une installation, un ballon, comme on a tous aujourd'hui, un ballon d'eau chaude, enfin tous, les ballons classiques avec le chauffage, avec une stéatite dedans. D'accord. Donc ça, par exemple, en journée, j'ai du soleil, j'utilise l'énergie solaire via des panneaux photovoltaïques pour réchauffer l'eau de mon chauffe-eau, mon petit chauffe-eau électrique. Électrique, au même titre que tu... Je prends des douches le matin ou le soir, donc en fait, pendant la nuit, ce chauffe-eau, il va être réchauffé non plus par l'électricité. Tu ne chauffes pas dans la nuit.
avec 80 litres pour deux. Le matin, quand j'utiliserai l'eau chaude, j'aurai pas besoin d'appeler de l'énergie du réseau électrique pour maintenir mon ballon, pour réchauffer l'eau de mon ballon. Ah non, ah non. Il va tenir une nuit à une température pour prendre une douche le matin. Chaude, là, tu le chauffes la nuit. Un ballon, un chauffe-eau électrique classique, comme il y a dans toutes les maisons individuelles. D'accord. C'est ce truc qu'on voit qui est pendu, etc. Voilà, partout. On nous fait des chauffe-eau de 200 litres. 250 litres pour une famille. C'est aberrant. Aberrant. D'accord. Aberrant. Bon, on a besoin de 80 litres pour deux, ça va bien. Hein. Donc, sachant que les 80 litres, tu vas en consommer pour la vaisselle, pour etc. Tu vas aussi en consommer dans la journée quand tu as de la production d'électricité photovoltaïque. Oui. Hein. Tu as aussi un petit peu de batterie, mais tu vas pas mettre, tu vas mettre 5 kWh de puissance de batterie, 7 kWh. On va pas mettre des grosses installations de batterie. Et de temps en temps, peut-être que ta batterie, si tu es pendant 2 jours sans avoir de photovoltaïque en capacité de produire, ou 3 jours, parce qu'il fait pas bon, parce que je sais pas qui, pas quoi. Donc, on a aussi des changements de comportement à avoir. C'est-à-dire que, par exemple, on est allé chez un collègue il y a 1 an et demi, et il est en montagne, il a beaucoup de photovoltaïque, il a une maison et il a aussi un lave-vaisselle électrique. Et on mangeait chez lui et il dit « Ah, mon lave-vaisselle est pas plein, mais je vais le faire tourner. » Bah pourquoi tu le fais tourner? Bah parce que j'ai regardé la météo et pendant 3 jours, je vais pas avoir de soleil. Voilà. Donc, changement de comportement. Ben oui. On s'adapte. On va pas faire un jour là, par exemple, on a eu du soleil hier. Fallait faire la lessive hier. Aujourd'hui, on n'a pas de soleil. On va avoir du soleil dans 3 jours. Ma lessive, je vais la faire dans 3 jours. Ok. Parce que il va falloir qu'on s'adapte aussi. Aujourd'hui, c'est magnifique. On nous dit, t'as besoin, poup, poup, on monte le bouton. J'en ai quand je veux, dans la quantité que je veux, et magnifique. En plus, j'ai de quoi la payer, cette énergie. Demain, on n'en aura pas quand on voudra et on aura du mal à la payer. Donc, il va falloir qu'on apprenne à l'utiliser quand on va l'autoproduire. D'accord. Et il faudra pas l'autoconsommer n'importe quand. Si on veut l'autoconsommer n'importe quand, il va falloir qu'on mette des quantités phénoménales de batterie. Ça coûte une fortune. C'est extrêmement polluant. Oui, c'est contre-indiqué. Faut pas, quoi. Des minerais rares, etc. Voilà, quoi. Voilà. Ou alors, on prend une voiture électrique avec la version V2G. Alors, le V, c'est le véhicule, le G, c'est le grid réseau en anglais. Et on a une maison où, au niveau électrique, on va avoir fait un réseau, un grid intelligent. D'accord. Avec des capacités de délestage, etc., etc., et avec une petite capacité de stockage. Et donc, on aura calculé notre résilience, à quel niveau minimal d'électricité je veux pouvoir accéder en période dégradée où, ok, j'accepte de peut-être pas faire du repassage, mais par contre, je veux absolument pouvoir charger mon téléphone, je veux pouvoir m'éclairer, je veux pouvoir faire tourner mes congèles, bref, on regarde. Et on dimensionne nos batteries par rapport à ça. D'accord. Et comme de plus en plus on va aller vers les véhicules électriques pour ceux qui auront besoin de se déplacer, j'en profite pour charger ma voiture quand j'ai du soleil. Donc là, j'ai le G qui va vers le V. D'accord, dans l'autre sens. Charge ma voiture. Okay. Et, ce qui est quand même assez fou, on nous dit les batteries des voitures, quand elles ne sont plus suffisamment performantes, qu'elles ont perdu, il leur reste 80-85% de leur capacité nominale, donc j'ai perdu du kilométrage, donc je ne vais pas les laisser dans le véhicule, je vais les enlever, mais par contre, je vais les utiliser en statique dans une maison, parce que dans une voiture, embarquer 500 kg de batterie ou 800 kg, ça change beaucoup de choses. Oui. Dans une maison, 500 kg ou 800 kg, c'est 0,3, 0,4 mètres cubes de plus ou de moins. Ça ne change rien. Et donc, on est en train de nous dire, les batteries des voitures sont tout à fait en capacité d'être utilisées pour les maisons. Pour la maison, d'accord. Sauf que quand la voiture, elle est en capacité de rouler, pourquoi ne pourrait-elle pas être le pack batterie de secours pour ma maison? Ok. Et ça, donc ça en fait, se charger. le V2G.
C'est-à-dire que parce que on a une Tesla, une Hyundai, je sais pas quoi, enfin bref, on a couramment des voitures qui ont 60, 70 kWh de réserve de batterie, ce qui est monumental dans une maison. On n'ose même pas l'imaginer. Et ces 60, 70 kWh, si ça se trouve, si je fais de ici à Paris et retour, j'ai besoin de 40 kWh. Et je fais le tour. Et j'en ai 70. Ben, j'en dédie 30 en secours pour ma maison. Et là, d'un coup, la voiture électrique qui, sous beaucoup d'aspects, peut être contestable, d'un coup, si on lui met deux usages, c'est-à-dire l'usage d'une capacité de déplacement, parce que j'ai un pack batterie qui est sur roue, donc il me propulse, donc je me déplace, et quand j'ai pas besoin de me déplacer, parce que quand même les voitures, le maximum de leur temps, elles roulent pas, à moins d'être taxis, mais sinon elles roulent pas. Et au moment où elles roulent pas, ben, ça devient mon pack de secours pour ma maison. Mais habituellement, un véhicule, tu vas l'utiliser tous les jours pour le lendemain te déplacer, te rendre à ton travail, etc. Mais donc, chez toi, à utiliser ton électricité. Oui, mais si tu as utilisé tes batteries, t'en as utilisé 40 pour faire ton aller-retour sur Paris et qu'il t'en reste 30 et que tu penses les utiliser pour ta maison, le lendemain, il va bien falloir que tu recharges ta batterie de voiture pour pouvoir l'utiliser et te déplacer à nouveau. Je ne veux pas dire que ça va être possible toujours. Et c'est plus l'idée d'utiliser cette source d'énergie disponible, enfin qui n'est pas utilisée pour qui ne roule pas pour la réinjecter dans l'utilisation de la maison. Encore, aller d'ici à Paris, on va pas utiliser 40 kWh de puissance de batterie. Ou alors on est avec une voiture, parce que c'est incroyable, aujourd'hui tu écoutes les testeurs de voitures électriques, si tu fais pas le 0-100 km/h en moins d'une seconde, c'est un veau ton truc. C'est une folie, quoi. Là aussi, il va peut-être falloir changer les habitudes. Se dire que on n'a pas forcément besoin d'avoir 6 places pour être majoritairement du temps à 1 et exceptionnellement à 2. Alors dans une exception exceptionnelle à 4, quoi. Donc ce jour-là, bah ok, on prend une voiture de location, quoi. Mais là, on s'attaque à d'autres paradigmes. Là, ça va pas être simple. Et puis après, est-ce que la voiture est destinée à rester d'un usage individuel ou être un équipement collectif qu'on sort d'un parking collectif quand on a un besoin spécifique? Là, c'est encore une autre chose. Autre débat. Ouais. Mais bon, là, on s'attaque à des choses qui ne sont pas de notre ressort et qui ne sont pas l'objet du jour. Exactement. Alors, je patine un peu sur cette histoire d'eau là, parce que tu parlais pour avoir pour ce chauffage-là, d'avoir une grosse capacité d'eau, 1000 litres. Oui. Mais quand même chauffer 1000 litres, c'est 1000 litres d'eau pour les utiliser dans ce radiateur-là? Oui, ou à d'autres usages. Mais aujourd'hui, couramment, on a... par exemple, j'ai un beau-frère qui, en 2004, il y a un reportage sur sa maison, sur ma chaîne. Et en 2004, il me posait la question, il y avait eu à l'époque une campagne, parce que les pompes à chaleur, ça se vend quand il y a des campagnes d'aide. Quand il n'y a pas d'aide sur les pompes à chaleur, c'est marrant, ça se vend pas. Donc ça ne se vend que quand il y a des subventions. Bon, déjà, ça devrait quand même poser question. Mais bon, imaginons que ça n'en pose pas. Mais en 2003-2004, il y avait eu une opération, les pompes à chaleur, les machins, les trucs, il y en avait sur tous les marchés. On voyait ces trucs avec à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait les rubans qui fouettaient dans l'air et tout. Voilà, ils étaient tous avec leurs trucs, là, formidable. Bon. Et il m'avait dit, ils avaient une maison qui était avec des radiateurs électriques et une cheminée à cassette. Il en avait marre de faire du bois, etc. Il est à la campagne. Et on va installer un système, on va mettre une pompe à chaleur, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, malheureux, mais pas une pompe à chaleur. T'es à la campagne, tu peux avoir du bois, et t'es à côté d'une scierie, il dépote du chêne, etc. Et donc tu dois pouvoir trouver du bois en plaquettes. Donc, mais plutôt une chaudière à plaquettes. Je connais pas, etc. Bref, il a fait venir un chauffagiste. Et à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, les rois de la chaudière bois, c'est les Autrichiens, c'est les Scandinaves. Et donc, je lui avais dit, moi, à ta place, je me tournerais vers une chaudière autrichienne.
je prendrais une marque déterminée que je connaissais bien. Il a pris une chaudière autrichienne d'une autre marque, etc. Et en 2004, la chaudière, les Autrichiens l'ont installée avec un ballon de 800 litres. Alors qu'il avait une chaudière qui pouvait démarrer n'importe quand. Sauf que une chaudière, elle a une température de rendement idéale. Dès lors qu'elle l'a atteint, il faut la faire tourner pour qu'elle stocke, pour ne démarrer que 5, 6, 8, 10 heures plus tard. D'accord. Pour à nouveau fonctionner dans sa plage idéale. Alors que nos principes, nous, d'installation français, c'est j'ai une chaudière, j'ai besoin d'envoyer de l'eau chaude dans mon circuit, pouf, ma chaudière démarre. Et tous les capteurs, bouh, bouh, elle travaille très rarement dans son niveau optimum de performance. Et donc, déjà en 2004, ils avaient un ballon de 800 litres. Et aujourd'hui, on est allé l'année dernière interviewer à Batimat, chez les Autrichiens, chez les Hollandais, chez les Allemands. Ouais, ils ont tous des ballons, quoi. Et puis, on arrive chez les Français, il n'y a pas de ballon. D'accord, donc c'est juste... C'est simplement un problème de culture. Parce que quand on a 800 litres, de mémoire, je crois que 1000 litres d'eau, c'est 42 kWh de stockage, je crois, de mémoire, dans ces eaux-là. Le différentiel. Oui. Non, mais si on prend entre 8... Si l'eau, elle doit sortir à 55 degrés, ouais, et qu'on chauffe à 80, le différentiel... il est que de 30. Voilà. Donc, mais je crois que c'est sur un différentiel de 12 ou 14 degrés à aller à 80 degrés, je crois. Je sais plus. Mais on avait fait un calcul, bon, c'est assez facile à faire, hein. On sait combien il faut de joules pour chauffer un litre d'eau, hein, c'est environ 4150. Pour lui faire gagner 1 degré Kelvin, donc si on veut le faire passer cette eau de 35 degrés, par exemple, parce qu'on l'utilise à 35 degrés à la sortie, à 80, voilà, il y a tant de degrés à gagner, il y a tant de joules, il faut tant de kilowatts, enfin l'équivalent joule kilowatt, c'est tant. Bon, on sait combien il nous faut de kilowatts, et donc quand on l'a stocké, on a la même puissance disponible dans l'autre sens. Hein. D'accord. Donc ça se calcule assez facilement, mais de tête, ouais, faut être un petit peu plus frais qu'on est à l'heure qu'il est pour le faire. Voilà, honnêtement. Okay. Mais c'est la capacité de stockage dans l'eau, c'est phénoménal. C'est une des matières qui a la plus forte chaleur spécifique, en tout cas dans celles qui sont à notre disposition couramment. C'est la reine, et de loin. D'accord. Alors, sa limite, c'est que au-delà de 100 degrés, elle bout. Donc, voilà, on peut l'utiliser jusqu'à, allez, on va dire 95 degrés. Ah oui, après, 95. On commence à prendre un petit peu des risques si ça bout, de faire sauter la chaudière, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais jusqu'à 80, 85 degrés, c'est très bien. C'est pour ça que lorsqu'on utilise, par exemple, du stockage de chaleur dans l'industrie, où des fois on arrive à stocker jusqu'à des 700 ou 800 degrés, on le fait pas avec de l'eau. Parce que là, il faut quelque chose qui soit en capacité de monter à cette température-là sans changer d'état. Et l'eau, à 100 degrés, elle change d'état. Voilà. Donc c'est sa limite. Mais nous, dans nos installations individuelles, on n'a rien de mieux que l'eau pour faire le boulot, quoi. Et après, si on veut stocker un peu plus, au lieu d'avoir 1000 litres, on a 2 ballons de 1000 litres. D'accord. Par exemple. Parce que là, la question, c'est comme il faut produire pour faire tourner ce truc-là, enfin là, on est probablement à haute température. Donc, si c'est à haute température, est-ce que le système de ballon, il stocke suffisamment de calories par rapport au volume? Non. Par contre, on va avoir un autre avantage. C'est que on a donc une masse thermique importante dans le bâti lui-même. Oui. Donc, si on a fait monter en température, là, on va avoir, si on faisait le cubage et le tonnage, 100 tonnes, 150 tonnes, on y arrive vite. Alors, ok, on n'a pas une chaleur spécifique énorme, mais on a de la masse. Donc, en quelle quantité? Et après, on a de la déperdition. La déperdition, on l'a pas là, ou avec 12 degrés dessous, et on l'a pas là, ou avec 12 degrés derrière. Donc, on a ça qui déperd. On va mettre un vitrage, un double vitrage correct. On va avoir quelque chose. Ok, ça va perdre, hein, mais ça va pas perdre énormément. Peut-être qu'on va installer des volets qui vont nous couper
du contact avec la voûte céleste pour pas nous pomper. Et le toit, par contre, là, effectivement, on va isoler avec 25-30 cm de watts, plus le volume intermédiaire. Donc, on a des déperditions qui sont quand même limitées. Mhm. Et donc, on a une surface qui n'est pas avec énormément de décrochement. On a donc un rapport volume habitable et surface d'échangeur avec du moins quelque chose Mhm. qui est quand même assez réduit. Oui, Et donc, on est dans un rapport surface en jouissance et surface déperditive qui est assez favorable. Donc, on n'aura peut-être pas besoin d'une grosse capacité de chauffer la nuit. d'accord. Donc, peut-être que avec ça, ça fera. Faudrait le tester. Mhm. Et après, dans la journée, avoir un système de poêle qui rayonne, un poêle de masse D'accord. ou un poêle à granules qui est pilotable. Mhm. Mais le poêle de masse, bah, ici, je sais pas si le bois bûche, c'est facile à gérer. Hein. Je suis pas sûr. Faut peut-être mieux partir sur autre chose. Mhm. Mais et donc après, quelle énergie aura-t-on à disposition futurement? On aura l'électricité qui en soi n'est pas une énergie mais un vecteur, Mhm. parce que faut produire de l'électricité avec une énergie. Hein. Et donc on aura nous les particuliers à disposition en autoproduction, soit du solaire Mhm. thermique ou photovoltaïque. Personnellement, je suis plutôt pour le photovoltaïque que pour le thermique parce que usage multiple et pas uniquement pour faire de la chaleur l'hiver. Oui, puis Geoffrey disait aussi peut-être une maintenance plus importante sur... Ah ben c'est infiniment plus compliqué de maintenir. Là, on a une cliente, une de mes anciennes clientes, on avait fait une maison en 2004, qui est Mhm. interviewée et qui, elle, a une production d'eau chaude solaire pour son chauffage. Et elle a des murs rayonnants, elle a un ballon de 1000 litres, Mhm. donc toujours ce même principe, hein. Euh, et c'est une ossature bois qu'on avait faite. Et elle a un entretien tous les ans, tous les ans. Alors c'est pas énorme, ça lui coûte 150 € par année, mais elle le fait tous les ans. D'accord. Donc elle fait venir son chauffagiste qui vient lui faire ce qu'il faut pour faire éclater toutes les bulles d'air qu'elle a dedans, dans son circuit d'eau, etc., pour ne pas générer de boue. Le Pas- problème, c'est l'embouage. L'embouage, oui. Et l'embouage, les gens nous disent toujours, ouais, mais le solaire thermique, t'as un rendement meilleur, etc. Oui, ok, mais est-ce que tu prends tout en compte? Mais t'as pas d'entretien, de l'eau, c'est de l'eau. Non, non, c'est pas si simple Oui, que ça. non, c'est pas ça. C'est pas si simple que ça. Ouais. Donc, il faut prendre tout en compte. Et l'entretien du photovoltaïque, bah, effectivement, tous les 12 ans, statistiquement, on a l'onduleur qui lâche. Voilà, on sait Ok, ouais. D'accord. et puis changer un onduleur, c'est quand même pas très complexe, quoi. Venir électricien, il débranche, il reclipse. Bon, je simplifie peut-être un peu, mais en tout cas, c'est pas aussi complexe que l'entretien d'un système hydraulique. Mhm. Ou si on ne l'entretient pas, s'il n'a pas été hyper bien conçu, on a des phénomènes de coups de bélier, on a des chocs thermiques importants qui vont faire que ça va petit à petit faire baisser le rendement. Oui, l'efficacité de... On a des risques de fuite parce que les joints ramassent des coups de dilatation extrêmement importants, etc. C'est pas simple à gérer le solaire thermique. D'accord. Le photovoltaïque. Et du coup, est-ce que Voilà. pour la partie chauffage ici, on pourrait imaginer une chaudière qui utiliserait la même énergie, par exemple, tu disais des pellets, si on avait un poêle qui était programmable Ouais. pour le ponctuel, Ouais. du coup d'avoir la même énergie pour une chaudière qui produirait une eau suffisamment chaude pour ces radiateurs-là, couplée à un système photovoltaïque Alors là, pour on est en train de mettre participer... ceinture, bretelles, Non, c'est en juste pour... double, en triple, hein, c'est vrai? Fabien. Bah oui, parce que on est en train de perdre de vue que la chaudière numéro 1, ça reste le soleil. Avec le système, c'est l'intérêt de l'orangerie. Hmm. C'est vrai, tu as raison. Bah oui. D'accord. Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'on est tenté de voir
Non, mais on ne sait pas le travailler besoin avec ça électrique parce est que de temps en temps, quand tu sors du service courant, Mhm. que tu tends vers la limite, le bonnet péruvien, le poncho et les choses, les, les charentaises. Donc, on oublie que notre système, le backup principal, ça va être ça. Mhm. Peut-être que demain, on est en train de se rendre compte que du fait qu'on a eu énormément de moyens financiers, Mhm. qu'on a bouffé de l'énergie fossile, en veux-tu, comme dirait Jean Covici, on s'est biberonné Oui. au pétrole. Il a raison. Il a une super BD. Bon, c'est un bon point d'entrée, je me dis, pour Oui, découvrir oui, un et petit peu les. il a eu l'immense intérêt, en tout cas, de mettre en avant quelque chose qui ne l'était pas. Et ça, on ne lui rendra jamais assez justice. Donc c'est bien, non, c'est bien, c'est bien. Il est très utile, Jean-Marc Jancovici, et il fait son boulot. On n'a pas assez décortiqué le système. Tu as un ballon de 1000 litres. Ton ballon de 1000 litres, c'est une eau morte. Ok. Cette eau morte, tu vas la monter à 85 degrés. Mhm. Tu vas l'utiliser jusqu'à 55 degrés, qui est ton besoin de ça, par exemple. Imaginons, c'est peut-être 50 degrés, je sais pas. Mais pour la monter à cette température, j'utilise donc mon chauffage solaire, enfin, Non, pardon, non, le soleil, ton photovoltaïque, mon photovoltaïque qui nourrit une résistance dans ce, dans ce ballon, dans dans ce cette eau ballon. morte de 1000 litres, ta résistance est directement dedans. Donc, Ensuite, par rapport à une chaudière, il faut quand même un circulateur pour faire. alors, c'est là où je capte pas le. Tu vois, là, si tu veux, tu as ton ballon de 1000 litres qui est plein d'eau à 85 degrés. D'accord. Ok. Tu as un circuit secondaire dedans, Ouais. qui est ton circuit qui va être en continu avec ton radiateur qui est là-dessous. Oui. Et là, tu as un circulateur qui va faire circuler ton eau là-dedans. Et l'eau, elle va prendre de la chaleur dans ton ballon d'eau chaude Mhm. jusqu'à 55 degrés. D'accord. Après, bah, elle va continuer à en prendre parce que elle va pouvoir descendre jusqu'à 15 degrés. Quand elle Maintenant, va à 15 revenir. degrés, tu as peut-être intérêt d'arrêter ton circulateur parce que tu es en train de rafraîchir ta maison. Ouais. Donc, c'est pas le but du jeu. Tu vois. Ouais. Donc, Ok. honnêtement, voilà. Donc, tout ça, ça se programme. Si ça, c'est opérationnel et bien opérationnel jusqu'à 50 degrés, Mhm. ben, on va mettre une sonde à 50 degrés qui dit stop, on arrête le circulateur. Parce que là, je vais refroidir la maison. D'accord. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Et à ce moment-là, peut-être que cette sonde, elle va en même temps déclencher le démarrage de ton poêle à granules. Mais dans la mesure où tu aurais besoin de chauffer. Si tu n'as pas besoin de chauffer parce que dans la journée précédente, tu as, ou même dans la nuit quand tu as maintenu ça, tu as chauffé ta masse et que tu as un peu de rayonnement qui arrive, peut-être tu n'as pas besoin d'allumer. Mais si tu as Ouais, besoin ok, d'allumer, je commence tu vois, à capter il faut une l'équation. gestion fine. Ouais. Soit tu l'automatises, soit c'est toi avec tes ressentis qui dis bon, aujourd'hui, voilà, tu vas avoir des équipements en chaîne. Mhm. Tu vas avoir ton équipement premier, c'est le vitrage, c'est ton orangerie. Voilà, ça fonctionne tout seul. Ça va fonctionner 50% du temps très bien. Bon, ok. Le reste du temps, tu as besoin d'avoir un peu mieux. Tu vas avoir un backup de 30 degrés sur ton ballon d'eau chaude entre tes 50 degrés exploitables et 80 degrés maximum de température de stockage. Donc ça va te faire 15-20% de backup. Bon, donc tu es déjà à 70% d'avoir couvert tes besoins. Mhm. Là, derrière, tu dis, bon, je vais foutre en route mes granules, ou je suis tellement sec que j'ai plus un radis, Mhm. je peux pas m'acheter de granules, ben, j'enfile le bonnet péruvien et Le poncho, et les chaussettes et les tapis. Et ben voilà, et ben voilà. Non, les tapis sont toujours là, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je les ai oubliés. Les tapis, t'as pas le choix, c'est pas une alternative. Ah, j'avais réussi à les. Ah bah, ok. Voilà, voilà. D'accord. Ok, je Et comprends. en dernier, ben, il y a toujours le réseau électrique Voilà. qui peut alimenter le chauffe-eau. Voilà, c'est un peu. Là, ça serait dommage d'en arriver là. Mm. Mais, et si tu tapes dans l'électrique, peut-être que une bonne gestion en bon père de famille serait de dire, je stocke 200 ou 300 kilos de granules de bois, Mhm. et puis j'essaye de...
et aussi de s'entraîner à avoir, à ressentir un confort à une température moins élevée. Petit à petit, il va falloir qu'on s'habitue aussi à ça. Ouais. Et il y a ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on est en train de raisonner, on chauffe un volume pour être bien dedans. Mais le backup final, c'est peut-être ma batterie de secours d'ordinateur de 15 000 milliampères, hein, et mon t-shirt chauffant et mon caleçon chauffant, qui eux, avec 15 000 milliampères, 50 watts 50 watts de stock, par personne. voilà, par jour et par personne, avec 50 watts par jour et par personne, je me maintiens dans le confort. Une ampoule électrique. Mais là, est-ce que du coup, il y a des vêtements chauffants avec soigner l'habitat? On peut. Mais c'est une excellente idée. On cherche quelqu'un pour nous lancer la campagne. Ah bah voilà, le message est passé. Voilà. Et après, moi, par exemple, qui était anti-machin, high-tech, etc., j'ai une maison qui est pas isolée. Oui. Voilà. Je l'avoue. Waouh. Elle est pas isolée. Je suis un cordonnier très mal chaussé. Le scoop. Voilà, je suis extrêmement mal chauffé. J'ai une maison qui est fuyarde au possible, et c'est pour ça que je me suis cramé, etc. Bon, bref, peu importe. Et donc, à un moment donné, je chauffais ma chambre comme je pouvais. Je la maintenais à 12 degrés péniblement avec un petit radiateur à bain d'huile électrique. D'accord. Et je mettais 3 bouillottes d'eau dans mon lit avant d'aller me coucher, parce qu'en vieillissant, on devient un peu frileux. Tu mettais pas des briques? Je me souviens de chez mon grand-père, il mettait des Alors, briques les près du... bouillottes d'eau, là encore, avec le volume. pour mettre les pieds dessus. Oui, mais l'eau, chaleur spécifique plus élevée que la brique. Eh oui. Donc le matin, après 8 heures dans un lit, la bouillotte d'eau a Et encore un un petit peu- de ressources. Ouais. Alors que la brique, c'est nous qui la chauffons à 8 heures du matin. Donc, ou 8 heures après. Donc j'avais 3 bouillottes. Voilà. Et puis, j'avais pas mal travaillé pour les anglo-saxons qui, eux, ont tous des couvertures électriques. Je dis, bon, c'est peut-être pas si con, en fait, faut aller voir. Ouais. Et j'ai trouvé un surmatelas de 60 watts. J'ai acheté un surmatelas pour une personne parce que ma femme a horreur. Et j'imagine que Nathalie, elle est pareille. Elle dit, j'en veux pas sous ma place. Donc voilà, il y a une place. Ok. Il y a le matelas, le surmatelas. Je le mets sous la laise à ma place. Je le mets en route. Il fait 60 watts de puissance. Je le mets en route 20 minutes avant d'aller me coucher. J'entre dans un lit qui est magnifiquement confortable. Et en plus, comme je ne chauffe plus ma chambre, eh ben, le temps que je me déshabille, je suis dans une ambiance à 12 degrés. Je me glisse dans un lit qui est chaud. Ah, quel petit moment de jouissance du soir. C'est extraordinaire d'aller se coucher. Et après, ben, petit à petit, moi, quand je me couche, j'ai éteint mon surmatelas chauffant 5 minutes avant d'aller me coucher. Ouais. Et après, c'est moi qui vais maintenir mon lit à température. Mais en attendant, je me suis installé dans le confort. Et je passe des nuits absolument extraordinaires. Et j'ai un truc de 60 watts de puissance que je fais fonctionner 20 minutes par jour. Je consomme strictement rien. C'est superbe. C'est superbe. Eh ben, il va falloir qu'on apprenne ces choses-là. Il va falloir qu'on apprenne ces choses-là. Bah écoute, c'est une bonne piste parce que on se posait la question pour la chambre, se dire est-ce qu'il faut pas imaginer un petit moyen ponctuel pour la chauffer, mais la piste de ce sous-matelas, cette couverture chauffante. Alors on revient, en fait, on revient au système ancien. Parce que si on remonte un petit peu dans le temps, on a la brique ou la bouillotte. Et si on remonte plus loin dans le temps, on a la bassinoire dans laquelle on mettait de la braise. En et laiton on ou en chauffait- cuivre, Ouais. on l'a passé Et sur on les chauffait draps. couettes, parce que la couette. à l'époque, on n'avait pas de matelas, on avait des couettes en plume. Ouais. Et on se mettait dans la plume, dans la couette qui nous entourait, qu'on avait légèrement chauffée en température de surface. On avait un édredon qui venait par-dessus, un couvre-pied en laine, et tous ces équipements-là, on en avait 25 kilos sur le lit, et on était dans notre trou, là. Et magnifiquement, personne n'aurait eu l'idée, moi, oui, ok, j'ai bientôt 70 ans, mais à la campagne où je suis né, il n'y avait pas une personne qui chauffait sa chambre. Ça n'existait pas. Eh oui. Et on vivait bien. Alors, c'est sûr que le matin, quand tu te lèves, quand tu t'es déshabillé le soir,
tu as rangé tes vêtements pour les enfiler vite le matin. Prêt à sauter dedans. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. Donc on se balade pas à poil, etc. C'est sûr. Mais voilà, on vivait quoi. Et donc il faut qu'on redécouvre toutes ces choses-là. Et on revient à des principes de base. C'est chauffer le plus petit volume possible pour le plus grand confort possible. C'est ça le secret. Et qu'est-ce qu'on a fait? On habite des volumes de plus en plus grands, de plus en plus blancs, etc. Des colorimétries qui sont pas terribles, mais ça, c'est un sujet qu'on a abordé. On a abordé ce matin, oui, on en a Voilà, parlé. donc il faut qu'on redécouvre ces choses-là. Ouais. Mais donc là, ça ne nourrit que les Chinois qui fabriquent les vêtements chauffants, quoi. Et donc, effectivement, Saunier Duval, qui sont actuellement en difficulté pour vendre leurs pompes à chaleur, qui sont obligés de mettre leur usine vers Nantes en chômage technique. Ah oui. Ouais. Oui, effectivement, on va dire, vous vous rendez compte, si tout le monde a des vêtements chauffants, je vais faire quoi de mes pompes à chaleur? Écoute, recycle-toi, fais des vêtements chauffants. Exactement. Nouvelle piste. Je suis pas sûr que tu te fasses beaucoup de potes, là. Je suis pas sûr Vous que verrez. le directeur de chez Saunier Duval me lance vite fait un câble pour revenir à l'antenne en disant, venez vite nous expliquer comment il faut faire. Je suis pas sûr. Non, mais bon, voilà, c'est de l'humour. Mais bon, du mauvais, sûrement, si on s'appelle Saunier Duval, le groupe vaillant. Mais voilà, c'est des pistes qu'on devrait creuser et vers lesquelles on va être obligé de tendre. Oui. Et autant qu'on le prenne avec le sourire comme on le fait, et très honnêtement, franchement, quand je me mets dans mon lit, mais un quart d'heure, 20 minutes avant d'aller dans mon lit, je pense au moment où je vais me mettre dedans, et à ces petits instants de jouissance. Petit moment de bonheur où tu Mais mon petit moment de bonheur. te retrouver dans un lit chaud et douillet. Ouais. Et donc, on aura tous ces petits moments-là qui feront que notre vie, elle sera pas vilaine, quoi. Mais on sera obligé de la vivre avec moins d'énergie qu'on en a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire, il faut essayer de rester avec une consommation d'énergie un peu moins importante que maintenant, alors qu'il faudrait qu'elle soit infiniment moins importante, et en abordant une approche du confort différente, quoi. Il va falloir qu'on fasse la même chose que celle qu'on a faite ou qu'on est en train de faire en révolution avec l'eau. L'eau, jusqu'à présent, on a dit à un moment donné, il y en a autant qu'on veut, tu peux te laver autant que tu veux, tu en fais ce que tu veux, c'est pas un problème, on t'en fournit. Puis après, on a dit, faut fermer le robinet quand tu te laves les mains. Bon, ok, c'est un premier point. Et puis après, on commence à dire, les WC, quand même, au lieu de tirer 7 litres d'eau à chaque fois, on va essayer de voir quand on fait pipi si 3 litres, ça ferait pas ça l'affaire. suffirait pas. Ouais. Voilà, donc on va vers ça. Et puis maintenant, on est en train de dire, peut-être que l'eau de lavage de la salade, on peut l'utiliser pour arroser les carottes ou les laitues. Hein. Donc on retrouve un deuxième emploi. Et maintenant, on est en train de dire, l'eau usée qu'on a nettoyée, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour faire du maraîchage, etc. Et donc on est en train de voir des emplois en cascade de l'eau. Et il faut qu'au niveau de la chaleur, on ne se pose plus simplement la question de comment je vais compenser mes fuites en reproduisant de la nouvelle, c'est comment j'en tire profit pendant que je l'ai pour que de multiples façons, elle m'amène un confort le plus grand possible. Et c'est donc de se dire qu'avec une moindre quantité, je vais l'exploiter mieux. Alors qu'aujourd'hui, on essaie simplement de limiter la fuite parce qu'on ne veut pas changer le mode de perception. C'est toute cette révolution qu'il faut qu'on fasse, mais là, c'est un vaste chantier et je pense qu'on va pas réussir à le résoudre à nous seuls tous les trois aujourd'hui. En plus, Nathalie a quitté le combat et donc forcément, on est moins nombreux. Écoute, merci Claude. Si vous avez des besoins de renseignements complémentaires, on passe un petit coup de fil ou un email. D'accord. Voilà. Un mail, c'est mieux parce que ça reste en mémoire. Oui, d'accord. Ouais, et puis peut-être relancer un peu parce que je me connais. C'est pas forcément immédiat. Voilà. Ok. Ça fait un plaisir de venir vous voir. C'était partagé. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette orangerie qui est fort sympathique.
Eh bien, merci et puis bravo pour votre démarche et l'énergie et le travail que vous faites à essayer de changer la perception de nos habitudes passées pour aller vers des choses nouvelles. Merci. On va continuer.